À travers les âges, la punition a souvent été utilisée comme un moyen de semer la peur, mais rares sont les méthodes aussi cruelles que le taureau d'airain, un instrument de mise à mort qui convertissait la souffrance en un spectacle effroyable. En explorant les punitions les plus horribles infligées à l'humanité au fil de l'histoire, cette invention de la Grèce antique émerge comme l'un des exemples les plus choquants de cruauté. Mais qui est à l'origine de ce dispositif macabre, et son inventeur a-t-il vraiment été sa première victime? Le taureau d'airain serait l'œuvre de Périlios d'Athènes, un métallurgiste recruté par Phalaris, le tyran impitoyable d'Acragas, aujourd'hui Agrigente, en Sicile. Cette structure en bronze, creuse et de taille réelle, était conçue pour imiter un taureau, doté d'une petite porte permettant d'y enfermer le condamné. Une fois l'intérieur occupé, un feu était allumé sous le dispositif, rôtissant lentement la victime vivante. Son efficacité était accentuée par une ingénierie acoustique particulière. Des tuyaux à l'intérieur amplifiaient les cris en résonance terrifiante, offrant ainsi un spectacle macabre aux spectateurs. D'après la légende, Phalaris, fasciné par l'appareil, contraignit Périlios à en faire l'expérience. Bien qu'il ait été sauvé avant de périr, il fut exécuté peu après. Malgré les doutes exprimés par certains historiens quant à la véracité de cette anecdote, les sources antiques attestent de l'existence du taureau d'airain. Diodore de Sicile, historien du 1er siècle avant J.C., a noté que Phalaris se servait de ce dispositif pour éliminer ses adversaires politiques. Par la suite, des auteurs romains évoquèrent le taureau en tant que symbole de tyrannie, tandis que les textes médiévaux le qualifiaient de dernier instrument de cruauté. Bien que son utilisation historique reste floue après l'Antiquité grecque, la légende du taureau d'airain a persisté à travers les siècles, illustrant de manière inquiétante la façon dont le pouvoir pouvait détourner la punition en un spectacle effrayant. L'aigle de sang, un rituel sinistre des Vikings. D'après les sagas nordiques médiévales, ce rituel atroce aurait été imposé au roi et Hela de Northumbrie par les fils de Ragnar Lodbrok en vengeance de la mort de leur père. Mais cette pratique a-t-elle vraiment eu lieu, ou est-ce simplement une légende terrifiante? Les sagas rapportent qu'après qu'Hela ait abandonné Ragnar à une fosse de serpents venimeux, ses fils, menés par Ivar le Dessaussé, se vengèrent avec un châtiment atroce. L'exécution aurait impliqué d'inciser le dos d'Hela, de faire saillir ses côtes comme des ailes, puis de retirer ses poumons par les blessures infligées. Cet acte aurait constitué un sacrifice à Odin, visant à s'assurer que la souffrance de la victime était agréable aux dieux. Cependant, aucune source contemporaine ne valide cet événement, ce qui assiste les historiens dans leurs débats sur son authenticité. L'aigle de sang est surtout mentionné dans des textes médiévaux, comme ceux de Snorri Sturluson, écrits plusieurs siècles après le fait. Certains chercheurs estiment qu'il s'agit d'une exagération pour souligner la brutalité des Vikings, tandis que d'autres avancent qu'une interprétation erronée de descriptions poétiques de blessures de guerre aurait transformé une exécution ordinaire en un acte rituel horrifique. Si l'aigle de sang a réellement existé, il pourrait être associé aux pratiques sacrificielles vikings, où les guerriers offraient leurs ennemis vaincus à Odin par le biais de rituels sanglants. Qu'elle soit issue de l'histoire ou de la mythologie, l'aigle de sang demeure l'un des châtiments les plus controversés et les plus redoutables de l'époque viking. Torture au rat, une épreuve cruelle imposée par la nature.
pratiquée dans l'Europe médiévale, par des régimes autocratiques et dans des prisons notoires. Cette forme de punition infligeait une douleur physique intense, ainsi qu'une profonde terreur psychologique. Des témoignages documentés révèlent son utilisation lors de la révolte des Pays-Bas, 1568-1648, où les troupes espagnoles l'imposaient aux rebelles. Une méthode répandue consistait à enfermer un rat affamé dans un récipient métallique placé sur le ventre ou la poitrine du prisonnier, puis à chauffer le conteneur. Paniqué et cherchant une échappatoire, le rat rongeait alors la chair de sa victime, provoquant une souffrance insupportable. La torture au rat ne se limitait pas à la période médiévale. Au XXe siècle, elle a été employée par les forces de police secrètes de divers régimes totalitaires pour déstabiliser psychologiquement les détenus. Certains prisonniers étaient enfermés dans des cellules peuplées de rats affamés et subissaient ainsi privation de sommeil, terreur et blessures sévères, destinées à provoquer une peur paralysante. Cette méthode a été observée dans plusieurs régimes oppressifs d'Amérique du Sud et d'Europe de l'Est. La Tour de Londres est également associée à cette pratique macabre. Des témoignages historiques évoquant des détenus jetés dans des cachots envahis par les rats, où ils étaient dévorés nocturnement, utilisés pour l'interrogatoire, l'exécution ou l'intimidation. La torture au rat demeure l'une des méthodes les plus terrifiantes de l'histoire, exposant les victimes à la cruauté des survivants parmi les rongeurs. Le chevalet, un instrument médiéval d'étirement. Utilisé dans toute l'Europe médiévale, il représentait une méthode de torture violente, en particulier durant l'Inquisition espagnole et sous les Tudors. Ces cibles incluaient des prisonniers politiques et des dissidents religieux, laissant un héritage de souffrance documenté par les historiens. L'Inquisition espagnole, fondée en 1478, utilisait fréquemment le chevalet pour extorquer des aveux aux hérétiques présumés et à leurs opposants politiques. Les détenus y étaient attachés par les poignets et les chevilles, subissant progressivement des étirements grâce à un système de poulies. La douleur devenait insupportable. Les articulations se dérobaient, les muscles se déchiraient, alors que le corps était soumis à une tension extrême. Nombreuses étaient les victimes qui, face à ce supplice insoutenable, finissaient par avouer des crimes qu'elles n'avaient pas commis, transformant ainsi le chevalet en un symbole de terreur et de soumission. Un des cas les plus emblématiques est celui de Guy Fawkes, le conspirateur du complot des poudres de 1605. Emprisonné à la Tour de Londres, il subit des interrogatoires cruels. Sa signature, auparavant assurée, ne devint qu'un gribouillis illisible, reflet de ses tourments. Sous la dynastie Tudor, notamment sous Henri VIII et Élisabeth Eyre, le chevalet était souvent utilisé. Des chroniqueurs, tels que Raphaël Holinshed, documentèrent son usage contre les traîtres, espions et dissidents religieux, conservent au sein des cachots de la Tour de Londres. Le bruit sinistre de son mécanisme résonnait et glaçait le sang des prisonniers. Parmi les instruments de torture médiévaux, le chevalet était craint non seulement comme un outil de punition, mais aussi comme un moyen de contrôle, garantissant le silence et l'obéissance en infligeant des souffrances insupportables. La méthode du sciage, un supplice collectif. Employée comme méthode d'exécution dans la Rome antique, la Chine médiévale et certaines traditions religieuses, cette pratique visait à infliger une souffrance prolongée tout en servant d'avertissement pour les autres. L'empereur Caligula est l'une des figures les plus tristement célèbres liées à l'exécution par sciage. Reconnu pour sa tyrannie
et sa cruauté imprévisible, il aurait ordonné que ceux qui le défiaient soient sciés en deux, souvent en commençant par l'aine, pour intensifier leur douleur. Certaines sources affirment que les victimes étaient également suspendues, la tête en bas, facilitant ainsi un afflux sanguin vers le cerveau pour prolonger leur agonie. Cependant, comme pour de nombreux récits sur les excès de Caligula, la véracité de ces témoignages est contestée. Dans la Chine médiévale, des sources historiques indiquent que le sciage était utilisé comme méthode de punition pour les criminels et les traîtres. Ce châtiment se réalisait souvent avec une grande scie manœuvrée par deux bourreaux qui procédaient lentement pour prolonger la souffrance du condamné. Les textes religieux font également allusion au sciage comme forme d'exécution. Par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 11, 37, il est mentionné que certains martyrs furent sciés en deux, tandis que des interprétations ultérieures suggèrent que le prophète Isaïe aurait connu le même sort sous le roi Manassé. Bien que cette hypothèse ne repose pas sur des preuves définitives, elle montre que le sciage était reconnu comme une méthode de châtiment extrême dans l'Antiquité. L'empalement, l'héritage troublant de Vlad. Cette méthode d'exécution, conçue pour infliger une douleur extrême, tout en instillant la terreur, a été employée par de nombreux souverains pour punir les ennemis, les traîtres et ceux qui défiaient leur autorité. Bien qu'elle ait été pratiquée longtemps avant lui, personne n'est aussi étroitement lié à cette méthode que Vlad III de Valachie, surnommé Vlad l'Empaleur. Régissant la Valachie au XVe siècle, il prit une réputation redoutée grâce à son utilisation impitoyable de l'empalement. Une histoire célèbre relate qu'il fit empaler des envoyés ottomans pour avoir refusé d'enlever leur turban en sa présence. L'un de ses actes les plus horrifiants se produisit lors du siège de Targoviste en 1462, quand les forces du sultan ottoman Mehmed Daoud II découvrirent des milliers de corps empalés sur le champ de bataille. Cette scène macabre visait à démoraliser l'ennemi, illustrant ainsi à la fois la brutalité de Vlad et son habileté en guerre psychologique. Cependant, l'empalement n'a pas été inventé par Vlad. Dans l'Antiquité proche orientale, cette méthode était déjà utilisée, notamment par les Assyriens, pour exécuter publiquement les prisonniers de guerre et les rebelles. Des bas-reliefs assyriens illustrent des victimes empalées sur des pieux affilés, souffrant lentement pour servir d'avertissement aux autres. Les Babyloniens et les Perses appliquaient également des techniques similaires, intégrant l'empalement parmi les formes de punition les plus anciennes et craintes de l'histoire. La méthode des chevaux, la peine en 4 morceaux, par leur violence, peu de châtiments, égalant l'écartèlement par chevaux. Destinée à démembrer les corps humains, cette méthode d'exécution était réservée aux traîtres, aux rebelles et à ceux qui menaient attaque contre les souverains. Pratiquée en Europe et en Asie, elle entraînait une mort lente et terrible, tout en servant d'avertissement public. Ses membres étaient fixés à 4 chevaux, chacun tirant dans une direction opposée, déchirant ainsi son corps. Ce processus était lent et cruel, nécessitant que les bourreaux coupent les tendons pour parachever l'exécution. Ce spectacle visait à terrifier les spectateurs et à décourager toute forme de trahison. Dans l'Angleterre médiévale, cette forme de punition était fréquemment réservée aux traîtres, comme William Wallace en 1305. Après avoir été pendu et mutilé, son corps fut écartelé par des chevaux et ses restes furent exposés à la vue du royaume. Ce châtiment avait pour objectif d'affirmer le pouvoir incontesté de la monarchie et de rendre la trahison particulièrement
abhorrés. Par ailleurs, l'Empire mongol employait également les chevaux pour exécuter ses prisonniers, souvent par démembrement ou piétinement. Cette méthode était destinée surtout aux rebelles et aux ennemis capturés, renforçant ainsi la domination mongole par la terreur. La roue de supplice, l'instrument du châtiment fatal. Tout au long de l'histoire, les dirigeants ont cherché à infliger des punitions extrêmes et humiliantes aux criminels, et parmi les méthodes les plus redoutables se trouvait la roue de supplice. Accusé d'avoir tué plus de 500 personnes, Nier subit 3 jours de torture avant d'être placé sur la roue. Les bourreaux brisèrent ses membres un à un avec une barre de fer, lui infligeant ainsi une mort lente et agonisante. Son corps fut ensuite exposé afin que son sort serve d'avertissement aux autres criminels. La roue de supplice était fréquemment employée en France et en Allemagne, où elle symbolisait la justice par la souffrance. Les criminels y étaient attachés, pendant que les bourreaux brisaient méthodiquement leurs os, les laissant mourir de choc ou d'exposition. Leurs corps mutilés étaient parfois affichés sur des poteaux, servant de sinistre avertissement à ceux qui oseraient défier la loi. Un autre exemple notoire est l'exécution de Matthias Klostermaier, connu comme l'éventreur bavarois, en 1771. Ce célèbre criminel fut condamné à la roue de supplice, où ses os furent méthodiquement broyés avant qu'il ne soit achevé. Son exécution publique rassembla une grande foule, illustrant la détermination de l'État à exercer une justice impitoyable. La castration, le châtiment des eunuques. Parmi les punitions les plus humiliantes de l'histoire, elle a été utilisée pour priver les hommes de pouvoir, d'ambition et d'héritage, que ce soit pour éliminer des rivaux politiques ou pour créer des serviteurs dévoués. Cette pratique était courante à Byzance, en Chine et dans l'Empire ottoman, façonnant ainsi le destin de ceux qui y étaient soumis. Dans l'Empire byzantin, la castration était fréquemment utilisée pour éliminer les menaces au trône. Basile le Paracoémomène, castré durant son enfance pour l'empêcher de gouverner, devint par la suite un haut dignitaire de la cour, démontrant que ceux soumis à cette punition pouvaient encore influencer la politique impériale. Les empereurs byzantins considérèrent souvent cette peine comme plus cruelle que l'exécution, s'assurant ainsi que leurs rivaux ne puissent jamais avoir d'héritier ni revendiquer le pouvoir. En Chine, les eunuques occupaient une position prépondérante à la cour impériale, notamment sous la dynastie Ming. Ces hommes castrés avaient des fonctions élevées, car ils ne risquaient pas de fonder des lignées rivales. Zheng He, l'un des eunuques les plus connus, dirigea d'importantes expéditions maritimes chinoises, prouvant qu'en dépit de leurs conditions, il pouvait exercer un pouvoir considérable. Cependant, de nombreux eunuques étaient également vus comme des intrigants et suscitaient le mépris de la classe lettrée. Dans l'Empire ottoman, ils jouaient un rôle essentiel, notamment au palais de Topkapi, où ils géraient le harem impérial et régulaient l'accès au sultan. Le chef des eunuques noirs exerçait une grande influence et était un conseiller de confiance dans les affaires du palais. La castration empêchait ces hommes de représenter une menace pour les dynasties royales, les rendant adaptés à des fonctions délicates. Bien que cruelle, cette pratique a profondément influencé le paysage politique de plusieurs empires, démontrant que des personnes dépouillées de pouvoir personnel pouvaient néanmoins atteindre d'importantes positions d'influence. L'histoire a enregistré des châtiments horribles infligés à des hommes, tels que l'empalement, le chevalet, la castration et la roue de supplice.
Ces méthodes inhumaines étaient des outils de dissuasion, de contrôle et d'instrumentalisation politique, déterminant ainsi le sort de nombreuses victimes. Laquelle de ces punitions vous semble la plus horrifique